Bonjour, Patrick Fournier avec vous pour un petit survol du chapitre sur les obligations. Le but de la capsule vidéo, c'est pas de remplacer un cours en salle de 3 heures. Je veux pas faire des problèmes avec vous, je veux pas solutionner les exemples qui sont contenus dans les notes de cours. Je veux simplement faire un petit survol, vous pointer les choses importantes, les choses moins importantes. Vous avez déjà les solutions des exemples. Moi, je vais juste vous indiquer les places où vous devriez insister ou les choses qui sont plus critiques à comprendre, les facteurs importants, les concepts qui sont vraiment critiques dans le contexte des obligations. Donc, je prends les notes de cours que vous avez disponibles sur le site. Chapitre 7, c'est quand on commence à rentrer dans les applications du cours. Donc, une grosse partie du début du cours, c'est les mathématiques financières. Chapitre 7, obligations. Chapitre 8, les actions qui suivent après. On commence à appliquer beaucoup les mathématiques financières. Donc, côté technicalité mathématique, ça ne sera pas ici que ça va être le plus compliqué. Si vous avez bien compris vos mathématiques financières, ça va être de les appliquer dans le contexte ici. Ça devrait quand même assez bien aller. Par contre, il va falloir se familiariser avec des nouveaux termes, du nouveau vocabulaire, des nouveaux concepts. Je vous dirais que c'est plus là le défi pour le chapitre sur les obligations. Ce qu'on voit au début, page 3 ici, juste bien comprendre c'est quoi une obligation de base, ça va vous simplifier énormément la vie pour ce qui s'en vient. Faites des lignes de temps. Faites des lignes de temps pour qu'on visualise bien qu'est-ce qui se passe. Comme ici, on a une obligation avec une maturité de 3 ans. On fonctionne presque tout le temps en semestriel. C'est la loi en Amérique du Nord. La grosse majorité des obligations fonctionnent comme ça. Donc, 6 périodes. On va verser pour une obligation une valeur nominale à la fin dans 6 périodes de 6 mois. Et en attendant, on va verser un coupon qui va toujours être le même. On va fixer, on va avoir un taux de coupon qui est déterminé. Et on va verser de façon régulière ce coupon-là à tous les 6 mois. Faites attention, il y a un coupon à la dernière période. Donc, à l'échéance de l'obligation, quand on rembourse le capital, la valeur nominale de l'obligation, on a la présence d'un coupon aussi à la dernière période. Ce que vous avez là, c'est une ligne de temps générale qui représente la structure de base de toutes les obligations. Donc, c'est essentiellement ça avec quoi on va travailler dans le cadre de ce chapitre-là. Je parlais de vocabulaire, les termes avec lesquels ça vaut la peine d'être familier. Valeur nominale, c'est le montant prêté ou emprunté grâce à l'obligation. Par défaut, 1000 $. Par obligation, très rarement, on pourra avoir des valeurs nominales différentes, mais plus souvent qu'autrement, on va parler de 1000 $. Le fameux coupon qui représente le pourcentage d'intérêt. Donc, le taux de coupon, ça va être un pourcentage. Le coupon comme tel, ça va être un montant en dollars qui va nous être versé à chaque période. Ce montant-là ne change pas normalement. L'échéance, taux de rendement à l'échéance, on va en reparler amplement un petit peu plus tard. Ça va être mon R, ça va être mon taux d'actualisation, mon taux de rendement dans ma formule de prix de l'obligation. Petite caractéristique, les termes qu'on a introduits à la page précédente. Il ne devrait y avoir rien de sorcier là-dedans, mais c'est des termes qui reviennent souvent, donc ça vaut la peine de se familiariser avec eux. La formule de prix de l'obligation, très utile, très importante. On va s'en servir de façon très régulière. Alors, n'hésitez pas à pratiquer très régulièrement. Dans le fond, si vous vous référez à la ligne de temps que j'avais tracée tantôt, on voit bien ici la première partie de l'équation, qui est simplement une VA, une valeur actuelle d'une annuité, avec un coupon qui est stable, le coupon C qui ne bouge pas, et le facteur d'actualisation qu'on retrouve entre crochets. Et la deuxième partie, qui est une simple valeur actualisée d'un seul montant, la valeur nominale, qui est généralement de 1000 $. Donc, on divise tout simplement notre équation, notre obligation en deux parties. Les coupons, première partie de gauche, la valeur nominale ensuite à la fin qu'on va actualiser. Donc, on parle de V0 ou de P0 ici en bas de la page. Valeur aujourd'hui d'obligation, valeur actuelle des flux monétaires futurs, le prix de l'obligation. Tout ça est équivalent, on parle exactement de la même chose. Donc, comme je disais, vous avez les solutions dans des exemples.
prends pas la peine de les refaire ici avec vous. Petite chose ici là, à mentionner. On parle d'un taux de coupon de 10%, des versements semestriels des intérêts. Donc, par défaut, tous les taux dont on parle en contexte d'obligation, ce sont des taux nominaux, donc, mais avec capitalisation semestrielle. Étant donné que les coupons sont versés à tous les 6 mois, c'est des coupons semestriels, tous les taux qu'on donne. Bon, ici, on prend la peine de le spécifier, mais règle générale, si on ne le spécifie pas, vous pouvez supposer que les taux dont on parle, c'est des taux nominaux capitalisés semestriellement. Le concept de base qui va être très utile dans le contexte des obligations, tout coupon, date d'échéance, ça ne changera pas. Ce qui va changer, c'est le taux d'intérêt. Donc, dans notre formule de prix d'obligation qu'on avait tantôt, le R, le taux qu'on utilise pour actualiser les flux monétaires futurs, lui, il va varier dans le temps. Donc, on va se rendre compte, il va varier par les équilibres qui vont se faire sur le marché monétaire et le marché pour les taux d'intérêt. Il va varier s'il y a des changements dans le risque de défaut de l'obligation. On aura l'occasion d'en reparler à la fin du chapitre. C'est important de comprendre qu'il y a une relation inverse entre le taux d'intérêt, le R, qu'on utilise dans la formule, et le prix d'une obligation. Si vous y pensez comme il faut, c'est assez logique, c'est assez intuitif. Mon R, c'est mon taux d'actualisation. Si j'actualise à un taux plus élevé, je pénalise plus les flux monétaires futurs, donc je réduis leur valeur actuelle aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une relation inverse entre le R qui augmenterait et le prix d'obligation qui diminuerait. On aurait évidemment l'option, on aurait l'équivalent d'un scénario inverse où est-ce que le taux d'intérêt baisserait. On observerait alors une hausse du prix des obligations. Et ça, c'est valable pour toutes les obligations parce qu'elles sont toutes évaluées selon la même formule. Ce qu'on va voir, c'est qu'il y en a d'autres qui sont plus sensibles, mais la relation inverse de base, elle, est maintenue tout le temps. Petit truc qui peut être très utile. En haut, ici, on a tout simplement la version en mots de la valeur d'obligation, de la formule qu'on a pu voir au début du chapitre. Un petit peu de vocabulaire encore. Donc, on parle d'obligations qui se vendent au pair, à escompte ou à prime. On fait une relation entre le taux de coupon que j'ai ici et le rendement à l'échéance. Si ces deux choses-là sont égales, on va toujours avoir des obligations vendues au pair. Donc, les obligations vendues au pair, ça veut dire que la valeur nominale va être égale à la valeur actuelle, la valeur aujourd'hui de l'obligation. Donc, généralement, on va parler de 1000. Les obligations à escompte, donc dès que le prix de la valeur actuelle tombe en dessous de 1000, on va parler d'obligations à escompte. Ça va toujours être le cas si on a un rendement à l'échéance qui est plus grand que notre taux de coupon. Et l'inverse, si notre taux de coupon est plus élevé que le rendement à l'échéance, on va à ce moment-là observer des obligations qui se vendent à prime. Très utile, souvent pour se vérifier, pour voir si le calcul qu'on a fait a de l'allure, quel genre de réponse à laquelle vous vous attendez quand vous faites un calcul de prix d'obligation. C'est un petit truc qui est très 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 utile, là, ça vaut la peine de bien le comprendre, de bien le maîtriser ici. Ce que je disais tantôt, le petit avertissement taux nominal, en Amérique du Nord, tout est semestriel. Donc on va prendre la peine d'essayer de mentionner là, quand on utilise des taux capitalisés semestriels, mais c'est par défaut, c'est toujours le cas en contexte d'obligation. Risque de taux d'intérêt. Donc, c'est la relation dont je parlais tantôt. Donc, la relation inverse entre le taux de rendement et le prix d'une obligation. Donc, cette relation-là tient tout le temps. Mais par contre, il y a des obligations dont le prix va varier plus pour un changement donné dans le taux d'intérêt. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a essentiellement deux facteurs, deux éléments qui vont déterminer cette sensibilité-là. Le temps qui nous reste à courir avant l'échéance et le taux de coupon de l'obligation. Donc, toutes les obligations fluctuent en sens inverse avec le taux d'intérêt. Par contre, si vous avez une échéance plus longue, votre obligation va être plus sensible, ou si vous avez un taux de coupon qui est plus faible. Donc, cette sensibilité-là, on appelle ça le risque de taux d'intérêt. C'est les deux facteurs ici là, qui viennent affecter ce risque-là, le risque de taux d'intérêt, la sensibilité d'une obligation quand il y a une variation de taux d'intérêt. Donc, l'échéance et le taux de coupon qu'on voit ici.
on vous donne une explication rationnelle ou logique du principe. Vous êtes capable d'aller comme moi. Je vous donne un truc pour s'en rappeler. Enfin, on a fait une ligne de temps tantôt avec l'obligation, où est-ce qu'on avait des petits coupons qui arrivaient selon l'avis d'obligation, etc., jusqu'à la fin, où est-ce qu'on avait l'échéance avec la valeur nominale, plus le dernier coupon qu'on recevait à la fin complètement. Ben, imaginez que votre ligne de temps, c'est un bâton. Et qu'au bout complètement, vous avez un poids ou un gros ballon, où il y a quelque chose sur le bâton à l'autre bout qui représente le gros montant d'argent qu'on va recevoir à la fin, la valeur nominale. Si vous avez un bâton qui est très long, avec le poids au bout, plus votre bâton est long, plus ça va être instable, plus ça va être difficile de tenir le poids à l'autre bout. Donc, votre obligation va être plus volatile, le prix va être plus sensible à une variation de taux d'intérêt. Donc, à ce moment-là, on dirait que le risque de taux d'intérêt est plus élevé. Pour le principe numéro 2, vous pouvez utiliser la même analogie. Si vous avez des petits coupons, c'est comme si on avait un petit bâton, le diamètre du bâton est pas très élevé. Donc, à ce moment-là, notre baguette va être très fragile, très sensible. Si on avait des gros coupons, ben, ça nous donnerait l'impression d'avoir un bâton plus solide, donc plus stable. Donc, notre obligation varierait moins suite à des variations de taux d'intérêt. Donc, petit truc pour s'en rappeler, essayez de bien comprendre le principe de risque de taux d'intérêt. L'exemple 2, l'exemple 3, vous avez les solutions. C'est pour illustrer ce principe-là. Ce qu'on va voir, c'est que les obligations qui sont plus longues, qui ont une échéance plus longue, sont plus sensibles, et celles qui ont un taux de coupon plus faible sont également plus sensibles. Je termine cette première partie sur une illustration de ce concept-là. Donc, quand vous avez différentes obligations à choisir, évidemment, on parle en fonction des marchés actuels. Donc, on peut avoir des situations où est-ce que les taux sont élevés ou les taux sont bas. Ce qu'on pourrait remarquer, c'est les obligations aussi qui seraient la plus sensible. Vous avez un taux de coupon plus petit et une échéance plus longue. Donc ça, c'est les ingrédients pour avoir une obligation qui est très sensible, qui est très volatile au taux d'intérêt. C'est pas nécessairement une mauvaise chose. Si les taux d'intérêt sont très élevés présentement, on s'attend à ce qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt. Donc on voudrait en profiter. Baisse des taux d'intérêt, hausse du prix de l'obligation, on aurait tendance à choisir l'obligation B qui va nous permettre de profiter de cette hausse de prix-là de façon plus significative. Scénario inverse, où est-ce que vous avez des taux d'intérêt très bas et on s'attend à ce que les taux d'intérêt augmentent. Si les taux d'intérêt augmentent, les prix vont baisser. On veut avoir l'obligation qui va varier le moins en pourcentage. L'obligation C, avec un taux de coupon plus élevé et une échéance plus courte, va avoir tendance à varier beaucoup moins suite aux variations de taux d'intérêt. Donc, le prix varie toujours quand le taux d'intérêt change. Le prix varie toujours en sens inverse de la variation de taux d'intérêt, mais certaines sont plus ou moins volatiles. C'est le risque de taux d'intérêt qui nous permet de capturer ce phénomène-là. Je termine ici pour la première partie. Dans la deuxième partie, on va parler de rendement à l'échéance et des autres concepts des obligations.